Je ne soutiendrai jamais un coup d'état militaire à Fort Nyansingbe. Jamais. Je vous l'ai toujours dit. Moi, je suis catégorique sur certains points. Hein, où c'est-à-dire un militaire va prendre le pouvoir au Togo et s'installer comme Fort Nyan et faire des années au pouvoir. Jamais je vais soutenir ça. On fait ce que nous luttons pour. Le retour d'un état de droit. Le retour à l'ordre constitutionnel. Les militaires prennent le pouvoir, on organise une transition avec les civils, on organise les élections très rapidement. C'est ça, moi, ma position. Tu es à des milliers, des millions de kilomètres, mais tu as peur de dire que ça ne va pas. Juste dire que ça ne va pas, les gens ont peur. Oh, je ne suis pas dedans, oh, dans votre histoire là. C'est-à-dire, c'est le fait de parler sur des panels, c'est ça qui va faire partie de Fort Nyansingbe. Mais ce n'est pas vrai. Il faut des actions concrètes sur le terrain. Il faut rassembler les gens. Il faut qu'aujourd'hui, l'opposition qui est tellement divisée au Togo, la diaspora aussi est tellement divisée, comment rassembler les uns et les autres. C'est très important. Il ne faut pas juste parler sur les panels et dire oui, j'ai déjà fait ma part. Non. Sortir à Lomé aujourd'hui, on peut te rencontrer, on te prend, on te tabasse correctement. Tu vas te prendre à qui? Mais si ceux qui sont à l'extérieur même ont peur, qu'en est-il de ceux qui sont à l'intérieur? Le 8 décembre, une date annoncée comme un tournant historique au Togo. Une manifestation nationale, un appel à la rue. Mais au final, un silence lourd, une absence totale de mobilisation. Et aujourd'hui, Joël sort du silence et son message est clair, brutal et sans filtre. On ne renversera pas une dictature avec des lives Facebook. L'union ou rien. Préparez-vous. Ce que vous allez entendre est un cri d'alerte, un avertissement et peut-être le début d'un nouveau front dans la lutte citoyenne togolaise. Je disais quelque chose hier, monsieur Mike, il y a des gens là, depuis qu'on a commencé par faire cette lutte, eux, quand on organise des panels, ils montent. Ils vont parler. Et lorsqu'ils descendent, c'est là ils ont déjà fait leur part du travail. Donc, ils vont faire comme ça. Ah, j'ai fait ma part. Pour eux, c'est-à-dire, c'est le fait de parler sur des panels, c'est ça qui va faire partie de Fort Nyansingbe. Mais ce n'est pas vrai. Il faut des actions concrètes sur le terrain. Il faut rassembler les gens. Il faut qu'aujourd'hui, l'opposition qui est tellement divisée au Togo, la diaspora aussi est tellement divisée, comment rassembler les uns et les autres. C'est très important. Il ne faut pas juste parler sur les panels et dire oui, j'ai déjà fait ma part. Non. Non. Il faut des actions concrètes. Il faut rassembler les uns et les autres. DMKO, ceci, on dit, dans la diaspora, les gens aussi sont divisés, se retrouvent sur des panels, ils vont parler, mais en réalité, derrière, ils ne s'entendent pas. On ne peut pas réussir à mettre fin à cette situation dans la division. Parce que la division nourrit en réalité le pouvoir de Fort Nyansingbe. C'est la division qui lui donne la force. Lorsque le peuple togolais va s'unir, écoutez, ta dictature va finir. Monsieur Mike. Voilà. Monsieur Joël, vous avez tout dit. Il faut suivre tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons. Les actions, c'est très, très important. On viendra parler. Beaucoup d'entre eux même ne veulent même pas parler parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. C'est pourquoi je dis que nous sommes hantés par tout ce que nous avons vécu même depuis le pays, jusqu'à même arriver à la diaspora. Des fois, moi, je me dis que c'est une malédiction. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on a bu? Peut-être qu'ils nous ont mis des choses que nous-mêmes... Mais c'est pas possible. Tu es à des milliers, des millions de kilomètres, mais tu as peur de dire que ça ne va pas. Juste dire que ça ne va pas, les gens ont peur. Oh, je ne suis pas dedans, oh, dans votre histoire là, oh, non. Même on voulait faire qu'on appelle ça tontine, qu'on n'avait pas tontine là. Quel est le mot? Téléthon là. Téléthon. Oui, téléthon. Ouais. Ou téléthon. D'abord, nous, on était partis, je vais vous raconter cette histoire, on était partis faire ça individuellement. Mais je me suis dit, mais nous avons une grande mobilisation ici, qu'on peut le faire en groupe. Et on avait commencé. On a lancé ça. On a dit que maintenant, on va faire ceci en bloc. Peu importe ce qu'on a fait individuellement, on va faire quelque chose en bloc. Beaucoup ils t'appellent, moi, on sait que ce que vous faites c'est bon, mais fais attention, ceci, cela. Mais je dis, ok, moi je fais attention. Tu me donnes combien? Non, je ne veux pas que si, parce que quand je vais donner quelque chose, mon nom va se retrouver. On dit non, on peut le faire dans l'anonymat. Non, anonymat, même on ne sait pas ce que demain va me remercier. Moi je vais aller en vacances. Mais je me dis, mais vous êtes, ça c'est je t'assure. Mais nous avons mobilisé le fonds et notre groupe, c'est le groupe qui a donné plus de fonds dans ce tout le temps. Allez vérifier. Allez vérifier. Ceux qui sont non, attendez.
Vous lui avez dit que non, on va donner de façon anonyme que... Et ils ont dit encore que même anonyme là, c'est dangereux. Ce qui veut dire qu'ils n'ont confiance à personne. Ils n'ont confiance à personne, je vous assure. Chers amis, venez écouter les Togolais. Ah, non, c'est pas vrai. Vous lui avez dit qu'il va faire son don là de façon anonyme et il dit que même anonyme là, c'est dangereux. Mais anonyme là, il a peur là. Il dit il a peur. Même anonyme là, il a peur. Je dis, tu as peur de quoi? Que moi, je m'en vais donner ton nom. Il dit non, non, il a peur, il ne sait pas parce que... Je dis, ah! Je dis, mais ces gens nous ont fait, ils nous ont fait manger quelque chose. On a mangé quelque chose. Il ne vous fait même pas confiance à vous. Il dit peut-être que s'il vous donne ça, vous allez dire ailleurs que c'est lui qui a donné. Et ça là même lui fait peur. Mais quand même. Voilà. Je t'assure, si tous les Togolais qui sont dans la diaspora pouvaient venir dire, moi je vous parle de mon cas. Je vous parle de ce cas. Mais malgré ça, on s'est battu. On a cotisé des milliers de dollars qu'on a déposés sur ce compte. Ça, c'est moi qui le dis. Allez vérifier ça. Je sais ce dont je vous parle, monsieur Joël. On est arrivé. L'objectif est atteint. On a atteint notre objectif. Malgré les peurs, tout ça là. Ceux qu'on devait convaincre, on a convaincu. On a fait notre devoir. Moi, je l'ai dit, fais ce que doit, advienne que pourra. Fais ce que doit, advienne que pourra. Le Togo, ça nous appartient à nous tous. Si ça marche au Togo, ça marche pour nous tous. Ceci n'est contre personne. Ce n'est contre Faure Gnassingbé, ce n'est contre personne. C'est pour le bonheur de nous tous, c'est tout. Ouais. Donc c'est ça le problème que nous avons. Merci, franchement. La peur. Je ne sais pas ce qu'on nous a, on nous a fait ingurger quand on était petit et que même on est sorti des 36 600 km². On a toujours peur. De quoi alors? De quoi? D'aller en vacances. Si tu vas en vacances, tu as tes projets que les gens n'ont pas l'argent là-bas. Comment ton projet va marcher? Comment? Tu peux sortir à Lomé aujourd'hui, on peut te rencontrer, on te prend, on te tabasse correctement. Tu vas te prendre à qui? Mais si ceux qui sont à l'extérieur même ont peur, qu'en est-il de ceux qui sont à l'intérieur? Voilà, ils ont peur, je vous dis ça. Ils ont peur. Les gens sont venus me dire, oh, ceci, que... Je dis, hey, nous on est dans ceci il y a longtemps. On n'est contre personne. Tout ce que nous disons, c'est la vérité. Les pays d'autres, là où nous sommes là, si les Martin Luther King ne s'étaient pas levés contre l'injustice, est-ce que nous autres aussi, nous serons ici aujourd'hui? C'est ça le problème. Nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Ceci n'est contre personne, monsieur Joël. Je dis aux uns aux autres, nous ne sommes pas en train de faire de la politique. Nous sommes en train de dénoncer le social. Le Togo nous appartient à nous tous. Si ça va au Togo, ça va pour tout le monde. Ce n'est contre personne. C'est pour le bonheur de Faure Gnassingbé même. Parce que lui-même, façon moi je le vois là, il court dans toutes les directions, là. Ce qui veut dire qu'il a peur de quelque chose. Il a peur de quelque chose, monsieur Joël. Il a peur de quelque chose. De quoi a-t-il peur? Lui seul le sait. Moi je ne le sais pas. Mais si tu fais de bonnes choses, de quoi tu auras peur? Dieu même, tu auras la protection divine. Patrice Talon, peu importe ce qu'on lui reproche, il a cette protection divine. C'est ça qui l'a sauvé. Très bien. Ne peut plus rentrer. Merci beaucoup, merci. C'est bien. Parce que les gens, leur méchanceté, c'est-à-dire, ce monde-là, c'est comme le Mali, au Mali, là, un premier ministre là, qu'ils ont jeté, comment il s'appelle? Donnez-moi son nom, celui-là qui supportait les putschistes là. Les Nancers là, le monsieur. Maïga. Maïga quoi? Son prénom que j'ai oublié. Non, c'est Shogel ou quoi? Shogel Maïga. Shogel. Oh, il est en prison? Merci beaucoup. Il est en prison depuis. Ah ok, c'est Shogel Maïga. Il est en prison depuis. C'est Shogel Maïga. Je vais vous parler de lui tout à l'heure. Je vous dis, chers amis, il y a quelque chose que nous... Ce qui se passe aujourd'hui en Afrique là, il y a des gens avec les panafricains de, comment il s'appelle, celui qui est l'ami de Faye et il réside à Lomé 2 là, comment il s'appelle, Ané Foka. Les gens aujourd'hui veulent nous reculer dans les années 1900 Kokolo. C'est que selon eux maintenant en Afrique, il faut que les gens gardent le pouvoir pendant longtemps.
Il faut que les gens gardent le pouvoir pendant longtemps. Comme si nous n'avons pas de gens qui gardent le pouvoir pendant longtemps et qui n'ont rien fait pour leur peuple. Donc, M. Faya Singbe aujourd'hui, tout son problème c'est de garder le pouvoir pendant longtemps à vie. C'est pour ça qu'il soutient les putschistes de l'AES. Et eux-mêmes ne veulent pas laisser le pouvoir, ils s'accrochent au pouvoir. Et des gens, des politiciens corrompus, malheureux, comme Choguel Maïga, qui ont soutenu ces putschistes-là, dans tous ces pays, que ce soit au Burkina Faso, au Niger ou au Mali, tous ces politiciens se sont retrouvés en prison, en difficulté après. Lorsque les militaires ont pris le pouvoir, c'est comme ça. Quand ils vont, c'est-à-dire, ils ont leur plan. C'est des gens sans vision. C'est des gens sans vision. Ils viennent, ils s'installent, ils créent des discours creux, ils manipulent le peuple. Le pays va en arrière et pour se protéger, ils restent dans des calomnies, dans le mensonge, dans la propagande. C'est tout ce qu'ils savent faire. Et comme le monde est juste, moi je dis toujours, le monde est juste. Tous ceux qui donnent leur dos pour les coups d'État, qui soutiennent les coups d'État, ils payent toujours. Monsieur Choguel Maïga aujourd'hui, il est en prison. Et on vient de me dire, on a rasé la maison de ce monsieur en Guinée qui a eu à soutenir. Je ne soutiendrai jamais un coup d'État militaire à Fort Nyansingbe. Jamais. Je vous l'ai toujours dit, moi je suis catégorique sur certains points. Où c'est-à-dire un militaire va prendre le pouvoir au Togo et s'installer comme Fogna et faire des années au pouvoir. Jamais je vais soutenir ça. Jamais. On fait ce que nous luttons pour. Le retour d'un état de droit. Le retour à l'ordre constitutionnel. Les militaires prennent le pouvoir, on organise une transition avec les civils. On organise les élections très rapidement. C'est ça, moi, ma position. Jamais permettre à un militaire de diriger un peu, de rester au pouvoir. Non, non. Pour quelle raison? Le pays ne lui appartient pas. Chers amis, je suis direct. Il n'y aura pas de coup d'État où quelqu'un va s'asseoir pour jouer à l'homme fort, pour manipuler le peuple, arriérer encore plus le pays, voler encore plus le pays, raconter des bêtises. Albinos noirs, des conneries comme ça. Mais non, mais non. Il faut organiser les élections par tous les moyens. Établir l'ordre constitutionnel. Il faut qu'on respecte les gens. Les partis politiques doivent animer la vie politique dans le respect des lois et des textes du pays. C'est ça, moi, ma position. Pas permettre à des voyous de prendre le pouvoir et de s'éterniser. Un militaire protège son territoire, protège les citoyens, protège son pays. Il n'est pas là pour gouverner. Disons-nous les vérités. Ça, c'est être stupide. C'est la cupidité qui les amène à faire ça. Le pouvoir togolais, là, c'est quoi? C'est pas un pouvoir militaire. Le pouvoir togolais, là, est-ce que ce n'est pas un pouvoir militaire? Donc, si aujourd'hui, Faya Singbe manipule les gens, il va dire, bon, ils ont fait un coup d'État, il met là un ami, c'est-à-dire un militaire, il est là, il ne va jamais demander à faire des audits pour ramener tout ce qu'ils ont volé au Togolais, au pays. Il ne va jamais faire ça, serait là, il a tourné le peuple en rond. Et c'est ça que vous voulez accepter? Je dis jamais. Il faut une transition. On organise les élections, un civil prend par rapport à son projet de société. Si c'est 5 ans, c'est 5 ans. Renouvelable une seule fois, terminé. Des docteurs de pacotille. Des docteurs de pacotille, alors qu'il y a des jeunes qui sont restés au pays, ils ont étudié, ils ont créé leur business, ça marche bien, ils ont leur affaire, ça prospère. Mais eux, ils viennent, ils sont des docteurs avec le cerveau mélangé. Ils sont devant vous, ils font le coup. Il va dire, j'étais où là? J'étais où? Rappelez-moi. Le cerveau est mélangé. Et nous devons éviter ça. Il faut changer le système éducatif en Afrique. On doit éviter ce genre de choses. Des gens qui vont à l'extérieur, on leur fout de n'importe quoi dans la tête. J'espère qu'on ne fait pas la même chose avec M. Gattuso. Hein? Parce que vous êtes aussi à l'extérieur en train d'étudier. Joël, come on, hein? Come on, Joël. Come on, arrête. Il ne faut pas rester là-bas et devenir comme professeur Franklin Yamsi. Les Yamsi, là, on les a mélangé le cerveau. N'allez pas à l'extérieur, ça serait quand même une perte pour l'Afrique. Avoir des professeurs comme ça, c'est une perte pour l'Afrique. Des Franklin Yamsi, là. Mais je vous dis,
Monsieur Franklin Yamsi, lui, il a une pète pour son pays, le Cameroun, il a une pète pour l'Afrique. Un tel monsieur, moi je ne suis pas allé à l'école, mais lui ne peut pas, franchement, je me retrouve avec, en débat avec lui et puis je vous dis, je tais, hein, alors que je ne suis pas allé à l'école. Parce que le monsieur, il n'est pas cohérent dans ce qu'il raconte là. On lui a déjà mélangé le cerveau. C'est tout. C'est un marmailleur. C'est un marmailleur, c'est tout. Monsieur Gattuso, vous avez le truc là. Joël, je vais perdre. Je vais parler avant Gattuso. Ok, allez-y rapidement pour ne pas perdre ce que vous voulez dire. Oui, le fil de ce que je voulais. Qu'est-ce qui m'a fait monter? Le problème du Togo, c'est simple. Parce que pour ce régime, qui est une bande de copains, coquins, d'amis, pour eux, le Togo, c'est leur champ de maïs, c'est leur champ de blé, c'est leur champ de soja. Ils n'ont de compte à rendre à personne pour le cultiver. Ils s'en battent les poules. Yeah. Pour eux, c'est ça. Le résumé de tout, c'est ça. Pour eux, là, le Togo, c'est leur champ de soja, de maïs, de blé, de coton. Ils s'en battent les couilles. Vous n'avez pas de leçon à les faire savoir qu'il faut... Non, c'est ça leur objectif. Mais il faut qu'ils se trompent. Parce que le Togo d'il y a de cela 30 ans n'est pas la même chose. Il y a de cela 30 ans, nous n'avons pas cette technologie que nous avons aujourd'hui où tu peux parler comme on veut. Je me souviens quand on était dans l'enfance, quand on voulait parler de Yadema, les gens viendront rapidement te fermer la bouche. Et ne parle pas de ça. Mais les temps ont évolué, les choses ont changé. Tout change et nous devons vivre avec nos temps. Maintenant, je vais appuyer ou bien éclaircir un peu. Il y avait une sœur qui avait parlé du traitement qui était réservé à la population togolaise, en l'occurrence à la population de Dapaon, quand Fort devait arriver au milieu, etc. Monsieur Joël, plus loin, je voudrais vous faire savoir que ceci s'étend à tout le Togo. Ceci s'étend à tout le Togo. Et ceci date depuis l'époque de Eyadema. On était à l'université et il y avait une scène qui s'était passée qui m'a marqué depuis le temps là. Je vais dire depuis ma jeunesse. D'abord, on se disait, papagaille, que il savait que quand Eyadema se réveille pour aller pisser dans son sommeil, déjà toutes les routes sont bloquées. Là où il devait passer là, c'est bloqué. Il n'est même pas encore réveillé pour aller se débarbouiller, mais c'est déjà bloqué. Ça peut faire 10 heures, ça peut faire 15 heures de temps. Même quand lui, il est à la douche là, on est en train de tabasser des gens déjà sur les routes, ceux qui voulaient traverser. Il n'est même pas habillé, il n'est même pas dans sa voiture. Je vous assure. Je vous assure. Allez demander ce qui s'est passé pendant des années sur le boulevard Eyadema. On appelle ça le boulevard Eyadema. Ça quitte le camp hérité, ça va directement à Lomé 2. Et l'université est là-bas à droite. Ou bien ce serait à gauche. Là où je suis, ce serait à gauche. Ça dépend de votre position. C'était pas facile. Même de nos jours, si vous voyez des chefs traditionnels s'aligner à longueur de journée sur le chaud soleil pour attendre un président, ça vous dit beaucoup de choses. Je vous assure, nous avons vu des gens tabassés. Nous avons vu des gens tabassés parce que il y a de cela peut-être que le président il n'est même pas encore, il n'est même pas encore à la douche. Les routes sont bloquées. Si pas erreur, tu sais pas et que tu traverses ici, quand on te prend, on va te tabasser jusqu'à 100. On va te tabasser. Et ceci c'est dans tout le Togo. C'est dans tout le Togo. Que ce soit ces gens-là, ils n'ont aucun respect pour la population. Ils n'ont aucun respect pour la population togolaise. Franchement. Et lorsqu'on entend ces choses-là, monsieur Mike, ça fait quelque chose. Est-ce que c'est des humains? Et au même moment, nous avons des gens qui les protègent, qui les défendent. Nous sommes dans quel monde, monsieur Mike? Monsieur Joël, vraiment, nous avons vu beaucoup de choses qui vraiment nous ont révoltés. Parce que nous avons une conscience. Si au contrairement, il y a des Togolais qui ont vécu ces choses-là,
même qui ont eu la chance de quitter ce pays, qui sont arrivés dans cette diaspora. Quand tu les parles de ceci, oh non, il faut que ça change. Non, on peut pas. Non, je suis pas dedans. Oh, j'ai un petit projet là-bas. Je dois aller en vacances. Nanana. Mais quand ils reviennent, ce qui est mal, c'est que ça ne va pas. Je vous dis que ça ne va pas au Togo. Mais vous voulez que ma maman, ma grand-mère, mon grand-papa se réveille de sa tombe pour venir vous faire ça? Personne ne viendra le faire à notre part. Nous devons nous lever pour le faire. Cette peur-là que ce régime a mis dans le cerveau des Togolais, ça a suivi beaucoup de Togolais, même jusque dans cette diaspora. Monsieur Joël, je vous dis ça. C'est moi qui vous dis ça. Ça les a suivis, même jusqu'ici. Beaucoup font seulement la grande gueule. Se lever seulement et dénoncer, ils sont incapables. Je le dis. Ils sont incapables. Même ils ne sont pas au pays. Si nos frères sont au pays, ils arrivent du moins à parler. Mais qu'à vienne à moi qui suis à l'extérieur, qui a toutes les chances de parler, d'énoncer ce que j'avais vu avec des preuves à l'appui. Les gens sont ici dans cette diaspora, cette peur, ils sont toujours hantés par cette peur que Eyadema, jusqu'à son fils fort Nyanyasingbe les a mis. Après les attentes, les appels et les messages circulant partout sur les réseaux sociaux, la manifestation du 8 décembre au Togo s'est soldée par un constat amer. Les Togolais ne sont pas sortis dans les rues. Un échec qui a choqué, divisé et même découragé certains mouvements de contestation. Mais au milieu de ce silence, une voix s'est levée. Celle de Joël, un acteur engagé, suivi par une large communauté, qui a décidé de mettre les mots là où beaucoup n'osaient plus parler. Pour Joël, cette absence de mobilisation n'est pas une surprise. Selon lui, elle révèle le problème fondamental de la lutte togolaise, la division, la méfiance, les querelles internes, les égos, les rivalités entre mouvements, entre influenceurs, entre partis politiques. Il affirme que tant que les forces contestataires ne se mettront pas ensemble, aucune manifestation n'aura l'impact nécessaire pour faire trembler le régime. La division, dit-il, est la première victoire du pouvoir. Un peuple fragmenté ne peut gagner face à une structure installée depuis des décennies. Dans sa déclaration, Joël insiste. On ne chassera pas une dictature uniquement avec des lives sur les réseaux sociaux. Pour lui, l'activisme numérique a sa place, mais il ne remplace pas l'action sur le terrain, l'organisation, la présence physique, le courage collectif. Il rappelle que si ceux qui vivent à l'étranger ont peur de parler, alors comment imaginer l'état de ceux qui sont au pays, exposés directement aux risques, aux intimidations et parfois aux arrestations arbitraires? Joël pointe également du doigt la responsabilité des leaders d'opinion, blogueurs, activistes, influenceurs politiques. Selon lui, il est temps de sortir des querelles et des accusations, de mettre de côté les luttes de visibilité et de comprendre que le seul ennemi commun reste le système qui opprime. Il appelle à une union stratégique et concrète entre les acteurs de la diaspora et ceux du terrain. Il lance un message puissant. Blogueurs, ANC, DMP, mouvement citoyen. Nous devons nous asseoir ensemble. Pas chacun de son côté. L'union ou la stagnation. Pour Joël, l'opposition togolaise doit enfin redevenir un bloc, une seule voix, une vision commune. Ce n'est qu'à cette condition que les citoyens retrouveront confiance et oseront se mobiliser à nouveau. Il conclut en rappelant que l'histoire du Togo ne changera pas grâce au discours seul. Elle changera grâce à la coordination, la solidarité et surtout, le courage collectif. Depuis l'annonce de la manifestation du 8 décembre au Togo, beaucoup attendaient un choc politique, un moment clé, une démonstration de force citoyenne capable de redessiner la dynamique de la contestation nationale. Pendant des jours, les réseaux sociaux ont vibré au rythme des appels à sortir massivement. Les organisateurs, les influenceurs politiques, les mouvements de la diaspora et certains partis de l'opposition espéraient un mouvement d'ampleur, un signal fort envoyé au pouvoir en place. Mais le jour venu, la réalité fut tout autre. Les Togolais ne sont pas sortis. Une absence remarquable, presque totale, qui a créé un malaise profond au sein de la sphère contestataire. Face à ce constat brutal, une voix a émergé, celle de Joël, figure de la diaspora, habitué à analyser, commenter et dénoncer les réalités politiques togolaises. Cette fois-ci, son message est différent, plus grave, plus incisif et surtout plus autocritique. Pour lui, ce qui s'est passé le 8 décembre est la conséquence directe de failles profondes dans la lutte, failles longtemps ignorées, minimisées ou maquillées par des discours de façade. Sa prise de parole ouvre une réflexion lourde, nécessaire, qui dépasse la frustration immédiate pour interroger les mécanismes de la mobilisation togolaise, sa structure, ses contradictions, ses faiblesses et les responsabilités de chacun dans l'échec d'une lutte qui peine à se renouveler. Selon Joël, l'échec du 8 décembre n'a rien d'un accident. Il ne s'agit pas d'un simple manque de courage populaire,
ni d'une quelconque défaite stratégique ponctuelle. Pour lui, il s'agit d'un symptôme. Le symptôme d'une lutte éclatée, d'une opposition fragmentée, d'un militantisme virtuel incapable de se traduire en action réelle. Il insiste, on ne renversera jamais une dictature avec des lives Facebook. Dans un pays où le pouvoir contrôle les institutions, les forces de sécurité et une partie du tissu économique, la contestation virtuelle ne peut pas remplacer la mobilisation sur le terrain. Joël observe depuis des années une montée du militantisme digital togolais, un activisme qui a permis de libérer la parole, de dénoncer, de sensibiliser, de mettre en lumière des injustices. Mais il rappelle que le numérique n'est qu'un outil, pas une stratégie. Les lives, les débats en ligne, les vidéos virales ont un impact, certes, mais ils ne structurent pas un mouvement. Ils ne créent pas de réseau logistique. Ils ne remplacent ni l'organisation, ni la préparation matérielle, ni la formation civique, ni la coordination nécessaire pour faire descendre des milliers de personnes dans les rues. Pour Joël, cette dépendance excessive au digital a même créé une illusion dangereuse, l'idée que la densité des discours en ligne reflète une dynamique réelle sur le terrain. Or, dit-il, la majorité de ceux qui sont très actifs sur les réseaux sociaux ne vivent même pas au Togo. Ils encouragent, ils analysent, ils dénoncent, mais ils ne subissent pas directement les risques que vivent ceux qui pourraient, physiquement, se mobiliser. Ils lancent une phrase dure, mais qui résume une réalité. Si ceux qui sont à l'étranger ont déjà peur de parler, imaginez ceux qui sont à l'intérieur du pays. À travers cette phrase, Joël met le doigt sur un tabou majeur de la lutte togolaise, la distance entre la diaspora et les acteurs du terrain. Une distance qui ne cesse de s'élargir. Alors que ceux de l'extérieur bénéficient d'une liberté de parole maximale, ceux du pays évoluent dans un environnement de surveillance, de pression et d'incertitude constante. Beaucoup hésitent à descendre dans les rues non pas par manque de conviction, mais parce que la répression laisse des traces sur les corps et les familles. Pourtant, Joël ne justifie pas l'inaction. Au contraire, il affirme que la peur ne peut être vaincue que par la force du nombre. Et cette force ne peut exister que si l'opposition présente un front uni. Pour lui, l'unité est la clé. Le mot revient dans toutes ses interventions, comme un refrain insistant, presque désespéré. Unité, unité, unité. Joël considère que la plus grande faiblesse actuelle de la contestation togolaise n'est pas la force du régime, mais la désunion persistante des forces qui s'opposent à lui. Les partis politiques s'observent. Les mouvements citoyens se méfient les uns des autres. Les blogueurs dénoncent, mais chacun avec sa plateforme, son public, ses alliances, ses rivalités. Oui, la guerre, et c'est le fer qui attend. Tout le monde est coupable. Peu importe ce qu'il dit. La haine est aussi forte que la drogue, et c'est le fer qui attend. Tout le monde est coupable. Tout le monde est coupable. Tout le monde est coupable. Merci, j'espère que tout le monde a écouté. C'était Afia Mala pour nos jeunes frères qui écoutent du n'importe quoi aujourd'hui. C'est ça, nous on appelle musique togolaise. C'était Afia Mala, une femme du terroir. Tout le monde est coupable. Je pense que cette chanson était sortie depuis dans les années 90, je pense, si j'ai bonne mémoire. J'avais une autre compréhension de cette musique. Mais aujourd'hui, quand je réécoute cette chanson d'Afia Mala, ça donne un autre sens. C'est pour ça que j'avais tenu à jouer cela pour que tout le monde écoute. Et ceux qui veulent aller, tout le monde est coupable Afia Mala, vous pouvez voir ça sur YouTube. On est tous coupables. Je pense la chanson était en 89, oui. La chanson est sortie en 89. À 89. J'étais en 5e quand cette chanson était sortie. On est tous coupables de ce qui se passe dans notre pays, le Togo. D'une manière directe comme indirecte, tous les fils et filles du Togo sont coupables de ce qui se passe dans notre pays. Moi-même y compris, nous tous on a fait des erreurs. Mais devons-nous
rester assis à ne rien faire? Ou allons-nous nous battre? Allons-nous lutter pour avoir une certaine synchronicité entre nos actions? Personnellement, je pense qu'au Togo, on a besoin de s'attacher à l'ancienne corde avec la nouvelle corde. On a besoin de l'ancienne corde attachée à la nouvelle corde. En d'autres termes, on a besoin d'une alliance intergénérationnelle pour faire face au régime dictatorial togolais. Les Togolais le savent. Les Togolais conscients le savent. Certains ont eu des écarts de langage. Nous tous, on l'a eu. On n'a pas besoin de X, Y ou Z. On n'a pas besoin des partis politiques. On n'a pas besoin de l'opposition. Ignorant que c'est quoi l'opposition, mes frères, mes sœurs togolais? Si on ne veut pas de l'opposition, alors on est quoi? Ça veut dire que si on ne veut pas de l'opposition, on est du parti au pouvoir. Des fois, on dit certaines choses sans comprendre le sens profond de nos mots, de nos actions, qui des fois sont manipulées, qui des fois sont dirigées, redirigées par le régime qu'on prétend combattre. Attendez, Madame Claudine, s'il vous plaît. Permettez-moi très rapidement. Vous savez, ici, j'ai reçu déjà plusieurs fois sur ce panel quelques amis du mouvement M66 et effectivement, ils disent que on n'a pas besoin de l'opposition, que tout le problème du Togo, c'est l'opposition. Mais dans le développement, ils stipulent qu'en réalité, quand on parle du peuple, c'est tout le monde, il n'y a pas d'opposition. C'est-à-dire, les partis politiques ne sont pas bien, et ne sont pas nécessaires. Et lorsqu'on prend un peu de recul, je crois que ça a été une communication qui a été un peu biaisée. Au fait, dire on n'a pas besoin de l'opposition, cru comme ça, c'est biaisé. C'est-à-dire, on a plutôt besoin d'oublier nos différences politiques. On n'a pas besoin de nos différences politiques. Nous devons plutôt les oublier et nous rassembler comme un seul peuple. Ce n'est pas qu'on n'a pas besoin des gens. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce n'est pas qu'on n'a pas besoin de ceux qui sont... Non. On a besoin d'eux, mais pas avec leur casquette. Truc là. Je pense que si le discours était peut-être allé dans ce sens et en amont, on a essayé de faire des travaux dans ce sens, ça aurait peut-être plus porté de résultats. Parce que tout le monde le sait. Vous n'arriverez pas à mettre fin à une dictature divisée, impossible. Vous n'arriverez pas à mettre fin à une dictature divisée, c'est impossible. Même la communauté internationale va vous dire, si vous dites que Faure Gnassingbé il est mauvais, ok d'accord, il est mauvais, nous-mêmes on le voit. Mais vous là, le peuple là, l'opposition là, le mouvement des jeunes, tout ensemble, vous ne vous entendez même pas. Si on enlève le dictateur, qui va le remplacer? Vous n'êtes même pas capable de vous entendre sur les principes. Donc, on va enlever le dictateur, et plonger le pays dans le chaos. C'est pour ça qu'il est important aujourd'hui, Madame Claudine, qu'on se rassemble. Maintenant, dites-nous avec précision, Madame Claudine, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a possibilité aujourd'hui pour que, puisque vous venez de parler de l'ancienne corde, le problème c'est que l'ancienne corde là même n'est même pas unie. C'est-à-dire la génération ancienne, les anciens là, entre eux, il y a tellement de divisions c'est-à-dire c'est ça qui se répercute sur la jeunesse aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, Madame Maté, c'est possible? Est-ce que selon vous,
c'est possible de rassembler, par exemple, je prends seulement ces deux extrêmes, les amis de l'ANC et les amis de DMK. Est-ce qu'il y a possibilité de les unir? Est-ce que c'est possible de le faire selon vous? Que ce soit à la diaspora que sur le territoire national. Merci. Je vais répondre de façon générale pour éviter des polémiques. Et Monsieur Joël. Et oui. Quand je parlais on a besoin d'une alliance intergénérationnelle, je ne me limitais pas seulement aux partis politiques, mais aussi à la société civile. Parce que qu'on le dise ou pas, M6 fait partie de la société civile. Parce qu'ils ne sont pas politiciens. On est tous d'accord. Donc, ce qui veut dire que quand je parle de l'opposition togolaise, c'est important que nos jeunes frères, ceux qui s'intéressent à la politique, comprennent que l'opposition togolaise comprend et les partis politiques que nous appelons de l'opposition traditionnelle et la société civile togolaise derrière l'entité, le Front citoyen Togo debout qui maintenant est en train de se régénérer en tournant la page Togo. Tournons la page Togo fait partie de Tournons la page Afrique. C'est ça notre société civile au Togo. Moi, je fais partie de la société civile. Je ne suis pas politique, je ne fais pas partie d'un parti politique. Mais quelqu'un m'a dit que vous êtes membre de l'ANC. L'ANC a été créée en 2010. J'avais quitté le Togo, ça fait plus de 28 ans. J'ai toujours dit que je ne suis pas membre d'un parti politique. Je ne peux pas être membre d'un parti politique au Togo, Joël, à cause de mes obligations ici aux États-Unis. Donc, je fais partie de la société civile, mais la société civile et les partis politiques, je parle de la société civile au niveau de l'opposition togolaise, parce qu'on a aussi une société civile du côté du parti au pouvoir RPT UNIA. Et on a aussi des partis politiques créés au Togo, mais qui sont des ailes marchandes du RPT UNIR. On est tous d'accord. Donc, moi, je vais me focaliser sur les partis politiques de l'opposition dite traditionnelle et nous, la société civile togolaise, c'est-à-dire tous les mouvements dans la diaspora qui luttent pour le changement sociopolitique et économique de notre pays sont membres intégrantes du front de la société civile au niveau du pays qui est le Front citoyen Togo debout. Maintenant, tournons la page Togo via tournons la page Afrique parce que on a compris que... Mais tu es sympathisante de l'UFC, Claudine, arrête de mentir. Claudine est sympathisant. C'est qui l'UFC? L'UFC, c'est pas ceux de J-Chris Olympio là? Je sais pas ce que... Ete coucou, que voulez-vous dire? Je ne suis pas... il faut m'amener ma carte de membre alors, parce que moi j'ignore que je fais partie d'un parti politique. Bon, il a dit je vais me concentrer sur le sujet pour laisser les politiciens raconter leur vie. Je vais me concentrer sur le sujet ici. Comment rassembler l'ANC et DMK? Je vais prendre d'abord cet exemple-là d'abord. Ok. Moi, je ne peux pas parler... Cet exemple-là d'abord. Merci. Non, vous ne parlez pas en leur nom. Vous savez qu'il y a une division. Merci, vous étiez une mère de famille. Vous êtes une mère de famille. Et vous avez deux de vos enfants qui ne s'entendent pas. Il y a de l'autre côté l'ANC, il y a de l'autre côté DMK qui ne s'entendent pas. Que ce soit sur le territoire national, que ce soit dans la diaspora. Alors que les deux veulent la même chose. Alors, en tant que mère de famille, quelle action allez-vous mener pour les rassembler, pour l'unité nationale? On ne peut pas avoir une union de l'opposition au Togo. Ça n'existe pas. Je parle de la réalité. On aura une unicité d'action. Au Togo, on a toujours eu une unicité d'action, pas union de l'opposition. Parce que l'opposition est diverse.
les partis politiques ont leur plan. Ces partis politiques, comme la société civile togolaise, on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a certains qui sont des ailes marchandes du régime. Donc, nous ne pouvons pas imposer à ces partis politiques, nous, au niveau de la société civile, imposer aux partis politiques ce qu'ils doivent faire. Les partis politiques... Attendez, Madame Claudine, Et... Attendez, s'il vous plaît. Attendez, ne parlez pas comme une politicienne. Vous parlez comme une politicienne. Je ne suis pas politicienne, je suis de la société civile, mais... Je suis d'accord, mais je suis étonné. Non, je ne vais pas vous laisser terminer. Je suis étonné de vous voir parler comme une politicienne, alors que je sais que... Je suis de la société civile. C'est-à-dire des fois, il faut savoir quoi dire pour éviter des polémiques. Voilà. Non, ne portez pas de gants, madame, s'il vous plaît. Vous portez trop de gants. Je ne porte pas de gants. Je parle au nom de la société civile. Ce que vous venez de dire là, vous venez de dire qu'on ne peut pas imposer. Ce n'est pas imposé au fait. Nous savons très bien qu'il y a des partis politiques. Et ces partis politiques, leur objectif c'est quoi? Ils ont leur projet de société, ils ont leur truc là. Mais ici, nous sommes en face d'une dictature. Nous sommes en face d'une dictature. Et nous avons besoin de nous unir pour mettre fin à la dictature avant maintenant de remettre ce pays-là sur les rails de la politique. Parce que ce qui se passe au Togo, on ne peut pas parler de ça politique. On ne peut pas dire que c'est de la politique. Bon, c'est-à-dire l'animation de la vie politique par des partis politiques. C'est ça que je veux dire. Donc, aujourd'hui, l'unicité d'action, c'est quoi? C'est que les gens ils se mettent ensemble, ils sont d'accord. On reste ensemble, on fait front. On reste ensemble, on fait front contre la dictature. On reste ensemble, on fait front contre la dictature. Nous avons notre plan. Le plan, c'est quoi? On fait face à la dictature, on met en place une transition de 6 mois, de 3 mois, ça dépendra de vous. Et après, on organisera les élections. Alors, chacun, dans son parti politique, va militer maintenant pour gagner le pouvoir d'État. Donc ça, c'est déjà un projet qui est là. Et tout le monde va oublier ces plans-là pour qu'ensemble, on puisse se mettre d'accord pour travailler ensemble. C'est ce que je suis en train de demander. Ok. Avec votre permission, si tu peux me permettre de répondre jusqu'à la fin, si vous avez des questions. D'accord. Je serai dispo, mais je vais répondre en tant que personne clé de la société civile au Togo. Parce que je ne suis pas membre d'un parti politique, je ne peux pas parler en leur nom. Est-ce qu'on est d'accord? Pour qu'on parle de ce principe. Merci. Donc, ce que moi je vais dire pour répondre à cette question. D'abord, est-ce qu'on sait c'est quoi un parti politique? C'est quoi la société civile togolaise? Je parle bien sûr de ceux qui travaillent pour l'opposition. Quel est le rôle d'un parti politique? Quel est le rôle de la société civile? D'abord, il est important que les Togolais s'éduquent sur ce fait. Parce que beaucoup confondent. C'est quoi un parti politique? C'est quoi la société civile? Je ne vais pas trop aller dans les détails, mais je peux dire rapidement que pour parler, par exemple, des partis politiques, c'est quoi leur action? Ils sont là pour aller aux élections, former un gouvernement. Hein, ils font des travaux pour faire des campagnes, gouverner et en tant que député, maire, municipal. Bon, on va parler de tout ça. Ils font leur travail en tant que parti politique. C'est quoi la société civile? Est-ce que les partis politiques de l'opposition peuvent travailler avec la société civile? Est-ce qu'ils peuvent influencer les groupes de la société civile et vice-versa? C'est possible, tout à fait normal. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, nous, au niveau de la société civile, qu'est-ce qu'on fait? On préconise sur des questions spécifiques. On fait, comment dire, on promouvoir, c'est ça? Le changement social, surtout. On fait du lobbying, on fait du plaidoyer, on fait l'éducation publique, l'éducation civique, prestation de services et beaucoup d'autres actions qu'on est en train de faire. Maintenant, il y a une différente clé. Les partis politiques, eux, ils se concentrent sur leurs objectifs, leurs missions, les élections
Tandis que nous, la société civile, on se concentre sur des questions spécifiques et de plaidoyer. Donc, ce qui veut dire que nous, de la société civile, quand le régime fait quelque chose qui n'est pas bien, on remarque, on dénonce, on expose et on fait du lobbying. De la même façon, on fait la même chose avec les partis politiques de l'opposition. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on s'approche, on se pose des questions. C'est dans ce sens qu'on a eu le cadre, le nouveau contrat citoyen qu'on avait commencé fin d'année, il y a 1 an, et qui a conduit à un cadre de réflexion. Et par rapport à ce cadre de réflexion, il y a eu une charte. Beaucoup de Togolais ne sont même pas au courant parce qu'ils ne s'intéressent pas. Il y a une charte qui est sortie et avec ces chartes, nous parlons de l'unicité d'action de l'opposition togolaise, y compris les partis politiques et la société civile. Donc, jusqu'à nos jours, Joël, dans ce charte, on a le parti ANC, on a le parti FDR, on a la société civile de notre frère qui s'occupe de beaucoup de choses, de notre frère Louis Atiogbe, qui malheureusement avait été conduit à sa dernière demeure le samedi passé, et le professeur David Doucet avec le Front citoyen Togo-Togo. Ce sont ces 4 entités qui se sont joints et qui ont accepté de rentrer dans ce cadre de réflexion. Parce qu'on s'était dit qu'on ne va plus faire la même erreur qu'on avait fait en 2017 avec la C14. On a rassemblé des gens, c'était un panier de crabes, il n'y avait pas de base solide. Et c'est ce qui se passe. Pour le moment, on a 2 mouvements et 2 partis politiques. Le reste des partis politiques, ils ont eu cette même charte. Et jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à se joindre. Et vous voulez parler de l'union? Moi, je suis dans la réalité, je ne suis pas dans... Oui, justement, c'est que, je vais vous montrer quelque chose, Madame Claudine. Ce que vous venez de dire là, hein, vous voulez que je sois sincère avec vous. Vous parlez de partis politiques, vous parlez de société civile, comme si vous êtes dans un terrain, c'est-à-dire normal, si vous êtes dans une situation normale. Chers amis, disons-nous la vérité. On n'est pas dans une situation normale. Le Togo n'a rien. Qui? S'il vous plaît, si quelqu'un insulte... La personne qui n'arrête pas de m'insulter, j'espère que les modos sont en train de voir ça. On laisse la personne continuer. Maman Muassé. Je peux descendre, hein? Je n'ai pas besoin de... Non, attendez. On l'a déjà mis en sourdine. Si vous voulez commenter, s'il vous plaît, il faut qu'on se respecte. Madame Claudine, elle est ici, toujours avec moi. Nous sommes tous ici. Ce panel, c'est pour nous tous. Du moment où vous êtes cohérents, même si vous avez des idées contraires à ce qu'elle a, vous faites votre demande, vous montez, vous allez dire, dans la courtoisie, dans le respect. Donc vos enfantillages là, il faut les mettre de côté. Mais si vous êtes fou, allez vous reposer, allez vous faire soigner. Quelqu'un donne son point de vue, vous êtes là dans les commentaires à insulter les gens. Madame, toutes nos excuses, hein, je vous présente mes excuses. Cher Modo, vous voyez des gens comme ça, il faut les mettre en sourdine. Donc ce que je veux dire, la situation togolaise n'a rien de normal. Nous sommes en face d'une dictature. Si nous sommes en face d'une dictature, on ne peut pas parler de parti politique, on ne peut pas parler de société civile réellement, parce que la dictature ne permet jamais aux partis politiques de fonctionner. La dictature travaille à ce que vous soyez divisés. On va mettre tous les moyens en place pour vous diviser, vous serez là, vous, c'est-à-dire vous faites des coups bas, tout ça là. C'est pour ça que la situation dont vous êtes en train de parler ici, c'est dans une situation, c'est nous sommes en face des conditions normales où voilà, le pays fonctionne bien, ce n'est pas la dictature, il y a une alternance. Ce n'est pas le cas au Togo. C'est pour ça que je dis, normalement, nous allons travailler en sorte que les gens puissent se mettre ensemble pour faire front à cette dictature-là. C'est-à-dire, la base là même, la base, le socle là, de notre union, bien de notre unicité d'action, c'est que nous allons mettre fin à la dictature, mettre en place une transition pour que les choses puissent redevenir normales dans le pays. Je ne sais pas si vous me comprenez.
Tout à fait. Et j'en viens. Et moi, personnellement, je n'ai fait que expliquer le cas, les partis politiques, la société civile, pour qu'on puisse partir de cette base. Mais personnellement, pour aller directement répondre à ta question, basé sur mon point de vue personnel, je suis convaincu, moi, Claudine Maté, je suis convaincu que notre force réside dans une unicité d'action. Plutôt que de pointer du doigt et d'accuser certains leaders de l'opposition togolaise qui travaillent dur et sont constamment traqués sur le terrain, nous devons nous concentrer sur l'ennemi commun des Togolais. L'ennemi commun des Togolais, c'est pas Claudine Maté, c'est pas Farida Nabourema, c'est pas Karl Gaba, c'est pas Ali Akondo. L'ennemi commun des Togolais, c'est pas Mohamed Loum, c'est pas Brigitte Amegambi, c'est pas Jean-Pierre Fabre, c'est pas le professeur Dossé, c'est pas Maître Apévon, c'est pas Madame Adjamagbo. C'est pas eux l'ennemi commun des Togolais. L'ennemi commun des Togolais, c'est le régime dictatorial, le système dictatorial qui nous dirige avec mépris depuis plus de 58 ans. C'est eux l'ennemi des Togolais. Donc le jour, tout Togolais qui prétend lutter pour un changement social, politique et économique. Tous ces noms que vous venez de citer là, tous ces noms que vous venez de citer et vous venez de dire que ce sont pas, voilà, ils sont pas les ennemis, voilà, l'ennemi commun du Togo. Tous ces noms là que vous venez de citer, je sais qu'il y a d'autres noms. Dites-nous avec précision. Il y a d'autres noms, mais je ne peux pas tous citer. Oui, voilà, oui, il y a d'autres noms, je le sais. Dites-nous avec précision tous les noms que vous venez de citer. Selon vous, comment nous allons faire pour rassembler tous ces noms? Une très bonne question. Nous devons nous concentrer sur l'ennemi commun. Si quand on part d'une base, qu'on est tous d'accord que l'ennemi commun, c'est le régime dictatorial togolais, ceux qui nous dirigent avec mépris, là, on va se concentrer sur quoi? Notre objectif. C'est quoi notre objectif premier en tant que Togolais? C'est d'influencer les donnes, c'est de changer la table, c'est de faire tourner la table de la dictature. Et pour faire tourner la table, quand tous ces how to say that again, c'est-à-dire que ce soit les partis politiques de l'opposition et la société civile, quand tous ces gens vont se rassembler autour de la table et ils vont comprendre que l'ennemi commun du Togolais, c'est le régime dictatorial, là, on va commencer par casser cette table. On va commencer par la table à quatre pieds, hein, c'est ça. On va commencer par casser les pieds, un à un. Et quand on aura réussi à casser ces 4 pieds, on peut faire tourner la table de la dictature au Togo. C'est ça. Mais le problème... Pourquoi vous voir la mal, pourquoi vous avez du mal à vous entendre? Tous ces noms que vous venez de citer, pourquoi ils ont du mal à s'entendre, à rester ensemble? Joël, le Togolais n'aime pas qu'on lui dise la vérité. Moi, je ne sais pas porter du gant, je ne sais pas faire semblant. Donc, c'est pour ça que des fois, on dit Claudine, elle est trop drue, elle est trop directe. Je dis ce que les gens pensent tout bas. Je le dis et je suis responsable de ce que je dis. Le problème que les Togolais ont, il y a un problème de haine, un problème de jalousie, il y a un problème de mais le problème, ce qu'on oublie, c'est que... Non, répétez ça en français, s'il vous plaît. Répétez en français. Si ce n'est pas... moi, je ne veux pas parler franglais. Si ce n'est pas moi, c'est-à-dire, par exemple, je vais quelque part et je me rappelle, j'étais partie à une marche et j'étais derrière, j'observais les gens. Pourtant, c'est moi qui avais organisé la marche. J'étais derrière, j'observais la scène et on a un de nos frères qui voulait parler, quelqu'un aussi est venu devant, ils sont en train de se discuter, qui doit prendre la parole et tout. Et je suis venue, je leur dis non, on a une liste, on a un programme, vous allez prendre la parole après tel. Et le gars me demande, mais toi-même, tu as organisé le truc et puis je ne vois pas toi. Je dis non, je n'ai pas besoin de prendre la parole. Vous pouvez parler. Peut-être à la fin, je peux faire une petite conclusion. Je n'ai pas besoin parce que c'est moi qui ai organisé la marche de d'ici, je dois être devant tout mon nom. Mais
chez nous, dans la mentalité togolaise, ça c'est la mentalité américaine, hein, mais dans la mentalité togolaise là, hein, parce que c'est moi qui ai financé, c'est moi qui finance le parti le plus, c'est moi qui dois parler. Ce que je dis, c'est ce que tout le monde doit entendre. C'est ça le Togolais, c'est ça l'Africain. Mais dans notre mentalité, pour certains d'entre nous qui ont un peu grandi en Amérique, en Europe, la mentalité est un peu différente. Quand tu vas quelque part, et j'étais à un truc, j'avais vu Elon Musk. Elon Musk était derrière la scène et puis il l'observait. C'est ça un vrai leader. Il l'observait et il a envoyé ces jeunes qu'il a formés qui étaient devant en train de parler. Et en voyant son visage, il était si fier d'avoir pu entraîner des jeunes qui étaient en train de parler du programme de Tesla. Mais en Afrique, qu'est-ce qui se passe, Joël? Non, si c'est en Afrique, Elon Musk allait devant et montrer à tout le monde que c'est lui, Elon Musk. C'est lui qui commande. On a ce problème d'ego en Afrique. Nemnigno, si c'est pas moi. Donc, et puis, ça c'est un. De deux, le problème qu'on a aussi, c'est il y a des gens, et des fois, je veux pas rentrer trop dans le spirituel, il y a des gens qui, quand tu les vois, tu sens en même temps que quand cette personne vient, cette personne commence à parler, des fois tu as des frissons. Il y a des gens, quand ils commencent à parler, leur voix porte loin. Ils imposent le respect. Que ce soit des femmes comme des hommes. Être leader, ce n'est pas commander. Le leader, c'est un serviteur. Est-ce que vous voyez? Et moi, je suis, côté fonction, je suis Senior Business Analyst, Senior Scrum Master, Project and Product Manager, Certified Project and Product Manager, pour ceux qui connaissent un peu. Project Manager. Ce qui veut dire que mon travail, je fais des projets, des fois des projets d'une semaine, 2 semaines. Voilà, bonsoir à vous. Donc, dans ces projets, je suis obligé de travailler avec des gens que je ne connais pas. C'est-à-dire, je suis dans ma fonction, mais chaque projet, je travaille avec des gens différents. Mais mon développeur, DevOps team, souvent c'est des, comment on les appelle, des Indiens. Des ingénieurs, hein, qui sont dans le DevOps team. Le Product Manager, il peut être de l'Australie. Ou les signaux billets, le billet directeur, ils sont des pays différents, de l'Allemagne. Donc, dans mon team, il y a des gens qui parlent allemand, français, anglais. Et il y a des accents, vraiment, tu te demandes d'où. C'est-à-dire, tu vas te demander, hey, il y a des gens aussi dans ce monde. Des gens très intelligents. Mais est-ce que ça veut dire je suis le project manager, je les commande? Non, je ne les commande pas. Je suis le serviteur du team. Le project manager, c'est le serviteur. Ça va au même sens que le leader d'un parti politique, le leader de la société civile. Tu sers les gens. Mais en Afrique, hey, Joël, j'ai vu des gens, tu peux le voir, il a une petite entreprise de 10 millions et il te donne une carte de visite. Tu vois sur la carte PDG, directeur général. Vous ne voyez pas ces choses-là? Oui, mais juste, lorsqu'on revient à notre actualité, Madame Claudine. Oui, je reviens du côté du pays. Le problème qu'on a aussi, certains de ces leaders, ils prennent ces partis politiques comme leur entreprise privée, leur entreprise familiale. On a ces problèmes et il faut en parler aussi. Ce n'est pas parce que je travaille avec eux qu'il ne faut pas dénoncer. On a ce problème aussi. Attendez. Madame Claudine, vous voyez, et vous savez très bien que dans toutes les familles, il y a des problèmes. Moi, je ne vais pas dire, bon, ok, ils prennent ce parti politique là comme leur famille, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, est-ce que si vous, sur ce panel, on vous dit, Madame Claudine, voilà, nous connaissons déjà notre problème. On a du mal à travailler ensemble. On ne se fait pas confiance. Il y a l'orgueil.
c'est moi, tout le monde doit voir. On l'a vu, lorsque le M66 a commencé, il y a des gens qui ont commencé par l'attaquer juste simplement parce qu'ils ne sont pas devant. Il y a des partis politiques qui ont montré leur réticence parce que simplement, il y avait d'autres partis politiques, bien d'autres leaders de partis politiques qui se sont affichés avec le mouvement M66. Ça a fait que d'autres ont refusé d'y aller. Moi, je l'ai observé. Juste parce qu'il y avait d'autres partis politiques qui se sont affichés, d'autres leaders de partis politiques qui se sont affichés avec le mouvement M66, il y a d'autres qui ont refusé d'y aller. Je l'ai vu, je l'ai senti. Maintenant que nous sommes là et qu'il y a cette division, il y a cette guerre de leadership, est-ce que vous pouvez nous aider? Vous allez dire, par exemple, moi, je prends un engagement ce soir, je vais parler avec les leaders de DMK, je vais parler avec les leaders de l'ANC et les querelles du passé, ils vont arriver à les dépasser, c'est-à-dire s'humilier pour élever le Togo. Je vais faire ce travail-là. Parce qu'on a besoin de nous rassembler. Est-ce qu'on serait capable de faire ça, Madame Claudine? Est-ce que je serais capable de faire ça? C'est un truc qu'on fait tout le temps. On l'a fait en 2017. On l'a fait en 2018. Les 14 leaders, et si certains de leurs secrétaires adjoints peuvent témoigner. J'ai parlé avec tous les leaders. Je parle avec tous les 14 leaders. On avait parlé avec ces leaders. Mais qu'est-ce qu'on a compris? Il y a une réticence. Certains se disent non, ce parti politique, c'est une aile marchande du régime. Tout le monde se soupçonne. Tout le monde se soupçonne. Et comme les Américains disent, you watch your six. C'est-à-dire, tu marches, tu regardes devant, derrière, pour être sûr que quelqu'un ne va pas te poignarder. C'est ce qui se passe, c'est une réalité. Je ne vais pas le cacher. Mais, une chose est sûre, aujourd'hui, parlons de 2025. Les différents Dama Djamagbo, M. Jean-Pierre Ferre, les différents Nathaniel Olympio, c'est-à-dire, il y a trop de différents. Et ce qu'on a compris, c'est que ces partis politiques, il n'y aura pas une union de l'opposition. Je l'ai dit au début. Je ne l'ai pas caché. Soyons réalistes. Mais il y aura une unicité d'action. C'est-à-dire, quand Madame Adjamakpo dit non, c'est important qu'on sorte, Maître Apevon dit et parle, et Monsieur Jean-Pierre Femme, Madame Adjamakpo, Maître Apevon, ils se mettent ensemble, ces trois, avec l'appui de nous, la société civile, avec le professeur David Dosset. Si ces quatre se disent, nous allons demander l'autorisation, puisque c'est ce que ça le régime veut. C'est eux qui nous dirigent avec nos prix. Demandons l'autorisation. Si Faure Gnassingbé sait très bien qu'il est très aimé au Togo, qu'il laisse les Togolais sortir. Qu'il accepte que ces partis politiques aient une réunion et sortent pour faire une marche de protestation pacifique. Vous allez voir, plus de 5 millions de Togolais vont sortir. La DMK, la DMP, ANC, FDR, et PSR et de Maître Olou, il y a certains partis politiques. Et professeur Gogué a dit, parce qu'il est très implanté au niveau de la savane, si tous ces leaders, au moins 7 d'entre eux, se mettent ensemble, vous allez voir, le Togo allait bouger. Mais pourquoi ça ne se fait pas? Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de lobbying, de débats qui se font derrière la scène pour se préparer à ce jour fatidique. Ça va venir. Le régime a tellement infiltré ces partis politiques. Vous allez voir, certains membres de ces partis politiques sont sortis pour aller rejoindre les partis, certains partis qu'ils ont créés, Bâtir, Tovia, tout ça là. C'est des ailes marchandes du régime. Ça affaiblit les partis politiques dites de l'opposition traditionnelle. Mais il y a un travail de fond qui est en train de se faire, Joël. Je ne vais pas te mentir, c'est pas facile. Ce travail, on continue de le faire, certains d'entre nous. Et c'est ça, l'une des rôles de la société civile. Beaucoup de gens crient sur les réseaux sociaux, ils ne savent pas ce qui se passe derrière la scène. On va y arriver. Moi, je suis persuadée qu'on va y arriver. On va essayer, la société civile,
d'atteindre notre objectif qui est de renforcer la cohésion sociale en favorisant un dialogue entre ces partis politiques dits traditionnels, la société civile, les nouveaux mouvements qui sont créés, afin qu'on puisse ensemble s'engager dans une sorte de sensibilité. Chacun publie son propre calendrier, chacun lance ses propres mots d'ordre, chacun considère ses idées comme prioritaires. Il déplore cette compétition stérile, cette incapacité à mettre l'ego de côté pour privilégier l'objectif principal, libérer le pays. Il pointe notamment la fragmentation entre les partis comme l'ANC, la DMP, les plateformes citoyennes et les leaders d'opinion digitalisés. Selon lui, cette fracture empêche la construction d'un mouvement cohérent. Il appelle ainsi les blogueurs, les influenceurs politiques, les partis traditionnels et les nouveaux acteurs citoyens à s'asseoir ensemble. Non pas pour fusionner, mais pour coordonner leurs forces, harmoniser leurs stratégies, parler d'une seule voix. Joël estime que l'opposition togolaise s'est enfermée dans un cycle infernal. D'un côté, des leaders historiques qui ont de l'expérience, de la structure, mais parfois une fatigue politique. De l'autre, des activistes jeunes et dynamiques, mais dépourvus de cadre institutionnel et souvent détachés des réalités logistiques du terrain. Il voit dans l'union de ces deux mondes une opportunité unique. Une opposition expérimentée, appuyée par des citoyens mobilisés, connectés, capables de relayer massivement les messages, pourrait créer un nouveau souffle. Joël n'exonère personne de ses responsabilités. Il critique autant les partis que les blogueurs, les diasporas que les acteurs internes. Il appelle chacun à regarder sa part dans l'échec du 8 décembre. Pour lui, la lutte doit entrer dans une nouvelle phase, une phase plus structurée, plus mature, où les décisions ne se prennent pas sur un coup d'émotion mais à travers une stratégie partagée. Il insiste sur le fait que les appels improvisés ne suffisent plus. Les discours passionnés ne suffisent plus. Les indignations spontanées ne suffisent plus. La lutte, dit-il, doit être organisée, réfléchie, disciplinée. Elle doit s'appuyer sur des mécanismes clairs, mobilisation progressive, éducation citoyenne, alliances locales, communication unifiée, sécurité des manifestants, préparation logistique. Pour Joël, rien de cela n'a été mis en place pour le 8 décembre. L'appel à manifester était fort, mais creux, car il reposait sur la colère, pas sur une stratégie. Et une colère sans organisation ne produit ni mobilisation, ni impact. Il rappelle qu'un peuple peut se lever, mais seulement s'il sait pourquoi il se lève, comment il se lève, avec qui il se lève, et surtout ce qu'il attend une fois qu'il est levé. Il appelle donc à un changement radical dans la manière d'organiser la contestation. Selon lui, la lutte togolaise doit sortir du spontané, du symbolique, du virtuel, pour entrer dans le concret. La stratégie doit remplacer la réaction. L'union doit remplacer la compétition. La discipline doit remplacer l'improvisation. Joël met également en garde contre un phénomène qu'il observe depuis quelque temps, la déconnexion entre les leaders de la contestation et la population. Beaucoup de citoyens, selon lui, ne se mobilisent plus parce qu'ils ne savent plus qui suivre. Trop de voix, trop de discours contradictoires, trop d'appels dispersés. Le peuple ne sait plus qui représente réellement la lutte. Cette confusion nourrit la passivité. Le 8 décembre devient alors non pas un échec, mais un révélateur. Une preuve que la lutte doit se restructurer si elle veut retrouver la confiance populaire. Joël propose alors une idée forte, créer une plateforme unifiée de l'opposition. Pas un parti unique, pas un mouvement unique, mais un espace de coordination. Un espace où blogueurs, partis, activistes, associations, diaspora et acteurs locaux peuvent se rencontrer, élaborer une stratégie commune et rendre visible une direction claire. Il imagine également des formations, des campagnes de sensibilisation, des actions coordonnées sur le terrain, une communication centralisée et surtout une dynamique capable de rallier le peuple. Pour lui, la diaspora doit jouer un rôle essentiel, mais un rôle structuré. Elle doit cesser d'être un simple amplificateur de colère et devenir une force de soutien stratégique, logistique, intellectuel. La diaspora doit travailler main dans la main avec ceux du terrain, et non se substituer à eux. Dans sa réflexion, Joël insiste également sur la nécessité de responsabiliser les leaders. Il estime que trop de personnalités influentes utilisent la contestation pour renforcer leur visibilité personnelle. Trop de conflits éclatent pour des questions d'ego. Trop de rivalités internes prennent le dessus sur l'objectif commun. Il appelle à dépasser ces divisions infantiles, ces querelles inutiles, ces postures personnelles qui affaiblissent la lutte. Il rappelle que face à un système installé depuis plus de 50 ans, aucune personnalité individuelle ne peut s'imposer seule. Le pouvoir est trop structuré, trop solide, trop enraciné. La seule force capable de l'ébranler est l'unité collective. Joël invite aussi à une introspection brutale,
Pourquoi la lutte togolaise échoue-t-elle depuis si longtemps? Pourquoi les mobilisations ne prennent-elles plus? Pourquoi le peuple semble-t-il fatigué, distant, sceptique? Il analyse plusieurs causes, la répression, bien sûr, qui a marqué les corps et les esprits, la fatigue des années de lutte sans victoire tangible, les divisions internes, mais aussi une certaine perte de vision. Selon lui, la lutte doit redéfinir ses objectifs. Que veut-on vraiment? Un changement de régime? Une transition? Des réformes profondes? Une alternance? Sans vision claire, aucune mobilisation durable n'est possible. Il appelle donc à un programme commun, une vision partagée, un horizon politique qui permette au peuple de comprendre pourquoi il doit encore se battre. Joël insiste également sur la nécessité de redonner espoir. Le peuple ne se mobilise que lorsqu'il croit que l'effort peut porter des fruits. Aujourd'hui, cet espoir est affaibli. Le 8 décembre n'est pas seulement le signe de la peur, c'est aussi le signe d'un découragement profond. Il appelle donc à reconstruire la confiance, à montrer que la lutte peut être efficace, à créer des victoires intermédiaires, même symboliques, capables de raviver la flamme citoyenne. Pour lui, chaque grande transformation dans l'histoire a commencé par une union forte, une vision claire et une stratégie cohérente. Le Togo ne pourra pas y échapper. Il conclut enfin en affirmant que le 8 décembre doit servir de leçon. Une leçon douloureuse, mais nécessaire. La lutte ne peut plus continuer comme avant. Elle doit se réinventer, se structurer, se moderniser. Elle doit devenir collective. Les Togolais, dit-il, méritent mieux que des divisions internes. Ils méritent une lutte à la hauteur de leur courage, une lutte organisée, une lutte unie. Il appelle alors chacun, du plus petit activiste au plus grand leader politique, à prendre ses responsabilités. L'histoire du Togo ne changera pas par miracle. Elle changera parce que des citoyens auront décidé de s'unir. Et dans cette union, Joël voit la seule chance réelle d'ébranler le statu quo. Selon lui, le régime ne tombera jamais tant que l'opposition combattra en ordre dispersé. Le Togo ne s'écrira qu'à une seule encre, celle de l'unité retrouvée. Et si le 8 décembre a échoué, ce n'est peut-être pas pour enterrer la lutte, mais pour rappeler que sa renaissance commence maintenant. Et dans ce message, un écho résonne. Le 8 décembre n'a peut-être pas été un échec. Il a peut-être été le réveil nécessaire pour reconstruire la lutte.